Première fois. Première fois. Première fois. Première fois. Dans la palette d'effets que Jean Cocteau expérimente dans Le sang d'un poète et peaufine dans ses autres films, les plus utilisés sont le ralenti, mais il rachera mal, la marche arrière, mais ici à l'endroit. D'où vient ce goût de Jean Cocteau pour les trucages? Je pense qu'il voulait étonner. À travers le cinéma, entre autres, il cherchait des choses un peu fantastiques, qui puissent étonner le public, qui puissent étonner peut-être lui-même, d'ailleurs ça l'amusait beaucoup. Puis il y a une part de ludique dans le trucage. Surtout qu'il adorait les trucages directs. Ne pas attendre une semaine que les laboratoires, voilà, de le faire tout de suite et voir en projection le lendemain soir. Alors jamais de trucage en laboratoire? Si, il y a eu un trucage laboratoire, qui était par exemple le trucage quand la voiture rentre dans la zone et que tout d'un coup le paysage devient négatif. Cocteau faisait-il parfois référence à Méliès? Je ne saurais pas vous répondre avec vraiment une certitude. Certainement qu'il a eu des références. Bon, parce que même Méliès, mais aussi Abel Gance, dans son Napoléon, a essayé plein de choses. Bon. Mais je pense qu'il cherchait en effet de transcrire en image ce qu'il mettait à l'écriture. Tous les trucages étaient déjà mentionnés dans le script? Ces scénarios étaient très écrits et quand on lisait les scénarios, on lui demandait certaines explications, il nous disait écoutez, à vous de trouver la manière de mettre sur l'écran ce qui est sur le papier, et on lui faisait des propositions. Mais on pouvait apporter les uns et les autres des idées qu'il adoptait tout de suite si ça lui plaisait, mais le grand corps des choses, enfin les principales choses étaient prévues en amont et écrites sur le scénario. Cocteau, en tant que dessinateur, n'a jamais envisagé de faire un storyboard? Non, je crois que l'idée du storyboard n'existait pas vraiment à cette époque. Il dessinait, ça lui arrivait de dessiner, notamment ce chalet de Louis Angeza, mais il dessinait ce qu'il voulait faire. Si, il dessinait même des personnages comme ça pour montrer à l'opérateur, mais il n'y avait pas l'idée de faire une continuité de storyboard. Je ne pense pas qu'il aurait tellement aimé, parce qu'il aimait aussi que naissent des choses comme ça sur le plateau, dans les cadrages, dans son recherche. C'était écrit, c'était dans le scénario, mais il espérait toujours sur le plateau qu'il se passe quelque chose de tout à fait inattendu. Cocteau semble aimer le théâtre d'ombre. Comment ça se passait avec le chef opérateur? Il était très soucieux de la beauté de l'image. Notamment, encore une fois, dans les ruines de Saint-Cyr, ça permettait au chef opérateur de trouver des effets tout à fait extraordinaires. Il avait un décor qui s'y prêtait admirablement bien, et comme on tournait de nuit, il pouvait vraiment sculpter l'image, et comme ça, lui laissait le temps nécessaire pour vraiment obtenir les effets qu'il souhaitait. Il exprimait les choses très bien à sa manière. Par exemple, là, il disait, je parlais de Saint-Cyr, il disait là, oui, le cadre, on le mettra au ras du mur ici, à la fenêtre, là voilà, à peu près, vous voyez, c'est à peu près ça que je voudrais, comme ça, c'est pas plus avec ses mains, il avait des mains d'ailleurs magnifiques, et plus qu'avec un viseur, quoi. Et il demandait aux opérateurs de lui faire des propositions à partir de ce qu'il demandait, et il mettait quand même l'œil à l'œil de la caméra pour vérifier si quand même c'était parfait. Mais toujours avec une confiance qui honorait les techniciens et qui leur permettait à chaque fois d'avoir des initiatives, de se prendre au jeu, et quand Cocteau adoptait une de leurs idées, ils avaient une satisfaction personnelle très heureuse. C'était très bien, c'est ce qu'ils souhaitaient d'ailleurs. Pour certains plans, Cocteau utilisait une seconde équipe? Pour les choses très secondaires, il n'était pas toujours là sans doute. Et il pouvait faire confiance. Mais en général, il était toujours présent. D'ailleurs, il était quand même il créait une émulation, une simulation sur le plateau. Chacun avait envie de montrer qu'il prenait tellement de plaisir à faire ce film, qu'il était vraiment partie prenante technique de s'appliquer à réaliser ce qu'il souhaitait, etc. On avait besoin que Cocteau soit là. C'était un élément très important, il le sentait très bien. Il s'appuyait beaucoup sur le caméraman. Et en fait, il expliquait vraiment ce qu'il voulait. Bon,
Et le caméraman lui faisait une proposition, il se mettait avec ça, regardait, il disait oui, voilà, il demandait une petite rectification. Mais il faisait tout à fait confiance à ses techniciens. Donc chacun se donnait beaucoup de mal, et ce perfectionnisme était à la mode à l'époque. Les grands chefs opérateurs étaient presque tellement minutieux, il y avait le moindre reflet dans la pellicule, on refaisait le plan. Alors, en fait, dans la glace de la caméra, on refaisait le plan. Et il était entouré d'une équipe qui était vraiment dévouée, c'est-à-dire qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, comme toujours dans le cinéma. D'ailleurs, les techniciens de cinéma sont des gens extraordinaires. Et bon, qui vraiment, s'il fallait y passer, des fois à midi, on restait jusqu'à 3h, 4h du matin, on s'amusait à chercher des systèmes, des trucages qu'on lui soumettait le lendemain. Mais je crois que chacun se prenait au jeu du film et s'amusait aussi. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a un côté ludique dans cette recherche. Vous avez dû connaître ça vous aussi. Cocteau faisait aussi des effets optiques au tournage? Je ne me souviens pas, mais il est possible que c'était fait en direct parce que Nicolas Ayer s'amusait beaucoup. Il essayait aussi d'apporter, lui, avec ses optiques, des effets qui plaisaient à Cocteau. Nous avons passé des soirées à Milly avec Ayer et Daubonne à travailler sur des maquettes où justement on avait le système guillotine, le système de... On regardait les mouvements, on pensait au double décor. Ça, c'était trouvé pendant la préparation du film. Comment sont venus les trucages des miroirs? Il y avait donc la porte qui était au milieu, qui était la glace, qui était le miroir. Et en fait, on pouvait croire que ce qu'on voyait dans la glace, c'était le reflet de la pièce dans laquelle nous étions, alors que finalement c'était un autre décor identique qui était construit de l'autre côté. En effet, on s'en est servi plusieurs fois. À cause du double décor, on pouvait lever la glace et voir l'autre décor derrière. Et il est arrivé très souvent qu'on mette Jacques Varenne, le président des juges, enfin le juge principal, avec les autres, dans le reflet. Et ceux qui étaient en premier plan de dos étaient des figurants, avec les mêmes costumes, bien entendu. Alors ça, on s'amusait beaucoup à ce genre de choses. Quand Jean Marais rentre dans le miroir, bon, Jean Marais était évidemment de l'autre côté du miroir, de chaque côté de la caméra, il y avait les gants, et bon, les gants arrivaient synchrones comme ça. Comment fonctionnaient les trucages de décoration? On a construit ce décor, Daubonne a construit ce décor au studio Franqueur, et il mettait le mur était donc à plat et construit à peu près à 6-8 mètres de haut, même peut-être un peu plus. Et donc la caméra était juchée sur des chariots qui servaient aux électriciens pour amener les projecteurs. Mais ces chariots roulaient assez bien, ils étaient sur les fils, ils étaient bien huilés. Et on a mis la caméra à la verticale et on faisait un travelling, en quelque sorte, sur ce décor à plat. Ce qui était étonnant, alors il y avait en dessous, parce qu'il y avait des fenêtres, naturellement, Sartoni avait fait d'immenses photos qui étaient collées sur le sol du studio, et la reptation de Jean Marais et de Perrier, qui censés avoir des difficultés à rentrer dans ces autres mondes, dans la zone, comme expliquait Cocteau, et donc il y avait cette reptation étonnante, qui se terminait d'ailleurs par une chose tout à fait amusante, c'est que, comme c'était un coin de rue, le décor continuait, mais il rentrait dans la piscine du studio. Donc, dès qu'ils arrivaient au coin, ils étaient comme happés par un souffle puissant, et en fait, c'était la simple pesanteur qui les attirait dans le fond de la piscine, où nous avons mis du foin et de la paille pour qu'ils ne se blessent pas. Il y a donc ces regards fixes peints sur les paupières, et puis ces mouvements immobiles d'acteurs sur des chariots, et parfois même devant des transparences. Oui, et puis il y avait, à un moment donné, quand il parle, lui, autant Marais marchait avec difficulté, autant lui, on a l'impression qu'il marchait, mais il ne marchait pas, c'est-à-dire on lui envoyait un ventilateur pour qu'il ait du vent comme ça, sans qu'il avançait alors qu'il était absolument immobile, sans aucun geste. Sur le plan de travail, on voit que les transparences sont regroupées en fin de tournage. C'est à cause de leur complexité? Puis il y avait une transparence qui était très amusante, c'est-à-dire que dans la transparence, on faisait rentrer un vitrier et qui rentrait dans le champ, qui sortait du champ. Il rentrait ensuite synchrone dans le véritable plan. Quand ils viennent dans la zone, il y avait cet effet de vitrier, et quand ils retournaient dans la zone, c'était inversé, et donc le vitrier passait de la réalité à la transparence derrière, dans le même plan. C'était facile à faire, il y avait une question de proportion qui était importante. Après le truc du fil invisible, l'effet du drap qui tombe, c'était volontaire?
Je ne sais pas d'ailleurs si ça n'a pas été vraiment le hasard et qu'il a trouvé qu'il fallait le refaire comme ça. Parce qu'il traquait l'imprévu, et si l'imprévu arrivait, ce n'était pas du tout un hasard, c'était dicté. C'était quelque chose qui devait exister dans le film, qui était nécessaire. Ça, c'était sa foi, sa croyance profonde dans les choses étranges. Comment se brisaient les miroirs? Là c'était Durin. Le système Durin, c'est un système à air comprimé. C'est le premier, c'est peut-être pas un trucage, mais qui a créé les billes. C'est-à-dire qu'avant, tirer à balles réelles. Moi, dans Miroir, j'ai tiré 2000 balles réelles sur le plateau, à Saint-Maurice. On avait des balles de paille derrière, mais enfin, on tirait à balles réelles. Quels sont ces effets spéciaux de Pierre Durin qui va travailler ensuite sur le corneau? Et également, là, on a nécessairement d'Orphée, quand il y a la flèche qui se plante dans le dos du poète, de Cocteau, c'était aussi un fusil fabriqué par Durin à air comprimé. C'était du scotch qui avait été tourné comme ça, léger, avec un embout de balsa, très léger, et il y avait sous la veste de Cocteau une herse très fine, et quand on l'a projeté avec une pression calculée minutieusement par Durin pour que la lance parte et que le balsa se fiche dans la herse et reste en quelque sorte horizontal. Donc ça a été cherché beaucoup, il a fait beaucoup de répétitions dans son atelier, pas sur le plateau, naturellement bien avant le film, bien avant qu'on commence le film. Et c'était vraiment au mille-poil là. C'est-à-dire que quand Cocteau s'avançait comme ça, la caméra étant de l'autre côté, moi je m'étais mis exactement au repère que m'avait indiqué Pierre, et quand Cocteau arrivait, le dos de Cocteau arrivait au repère, je devais crier feu. Mais Mme Zeller, qui craignait pour le cœur de Cocteau, avait dit écoutez, je vous en supplie, Claude ne dit pas feu, dites go. Alors je disais go. Et naturellement, la flèche partait, se plantait dans le dos de Cocteau. Mais Durin, c'était un génie. C'est lui qui a inventé les meilleurs travelling à l'époque. Et il avait des systèmes aussi où le travelling arrivait en angle droit comme ça. Et il avait un système qui faisait une rotation des roues qui repartait dans l'autre sens. Et comme c'était jumelé avec un mouvement de panoramique, on ne voyait pas du tout. On ne sentait pas qu'on s'arrêtait en quelque sorte pour permettre la rotation des roues. C'était en continuité. Il était génial. Quand j'ai tourné Crésus, on s'est servi de son système. Cocteau s'intéressait beaucoup à la machinerie. Ça l'amusait beaucoup et il pensait tout ce qu'on peut obtenir avec ça, de nouveau, qui surprenne, toujours surprendre le public, l'étonner, penser que finalement ces trucages, c'est la vraie fantasmagorie, ça n'est pas du tout technique, c'est par les faits étonnants de la magie du cinéma. Coupé. 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 Coupé, 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 coupé.